Et donc Daniel Landler est un philosophe, bien connu pour ses travaux en philosophie des sciences, mais aussi un mathématicien de formation. Et donc il s'est beaucoup intéressé récemment à l'IA. Le titre de son dernier ouvrage est « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme ». Et cela pourrait servir de titre pour cette session, voire pour l'ensemble du colloque. Et donc il va nous donner son éclairage sur l'intelligence générale artificielle, cette idée, ce mythe, peut-être ce cauchemar, d'une IA qui pourrait un jour égaler les capacités intellectuelles humaines, voire les dépasser. Daniel, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Alors, il y a plusieurs façons de se ridiculiser dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, mais j'ai trouvé la méthode la plus rapide. Je me suis trompé dans le titre. Et ce n'est pas simplement une faute de frappe ou une de grammaire, c'est que je croyais savoir ce qu'était un faux raccord. Et j'ai passé des décennies à imaginer que je savais ce qu'était un faux raccord. Et puis au moment de préparer les slides, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qui illustrerait la notion de faux raccord, une image? Et je me suis rendu compte que j'avais rien compris à ce qu'est un faux raccord. Donc j'avais confondu faux raccord et illusion de continuité, ce qui est quand même pas mal pour quelqu'un qui, en principe, sait à peu près de quoi il parle. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième remarque très générale, c'est que vous allez m'entendre dire que l'IA, ça, c'est pas tout à fait ce qu'on pense, etc., un peu dans l'esprit qu'a annoncé Xavier à l'instant. Mais je voudrais surtout pas que vous ayez l'idée que je suis un contempteur de l'IA, que je pense que l'IA est un perroquet stochastique, comme l'a rappelé, selon l'expression de Émilie Bender, rappelée hier par Stéphane Malat. Rien de tout ça. J'ai le plus grand respect, la plus grande admiration, notamment pour les bases scientifiques et tout ce que nous a exposé notamment Stéphane Malat et d'autres. Donc c'est pas du tout un exposé anti-IA, c'est pas non plus un exposé sur les dangers de l'IA. Il est possible que Anne, qui va me succéder ici, va peut-être développer ces dimensions-là, mais c'est pas du tout mon propos. Donc bon, ça c'est le bouquin. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que l'intelligence générale artificielle, IGA en français, mais plutôt AGI selon le sigle américain? Alors, le point de départ, je pense que c'est une bonne idée de revenir à l'histoire, ce que beaucoup de mes prédécesseurs ont fait hier. Je prends ces deux citations que je ne vais pas commenter longuement. L'une de Herbert Simon, qui, comme vous savez, d'abord est un grand monsieur, prix Nobel d'économie, prix Turing, un des grands penseurs des sciences sociales, et qui est aussi à la fois l'un des fondateurs des sciences cognitives et l'un des fondateurs de l'intelligence artificielle. Et voilà ce qu'il affirmait en 1957, ce qui est assez intéressant. Il affirmait qu'il y a aujourd'hui dans le monde des machines qui pensent. Et Minsky, qui a été un petit peu plus tard, qui était aussi un des fondateurs de l'intelligence artificielle, présent à la célèbre rencontre de Dartmouth en 1956, nous annonce froidement en 1970 que dans 3 à 8 ans, nous aurons une machine, et écoutez bien, avec l'intelligence générale d'un être humain moyen. Donc ça, c'est le point de départ, assez clair en réalité. Je trouve que c'est intéressant de penser que cette idée était présente dès le début, qu'elle a plus ou moins traversé, plus ou moins souterrainement l'histoire de l'intelligence artificielle, les à peu près 70 ans qu'elle a vécu, et se retrouve aujourd'hui. Alors il y a une sorte de relance de cette idée sous la forme justement de l'annonce de ce programme de AGI, par un petit groupe de visionnaires considérés à l'époque dans la profession comme un petit peu limite, quoi. Et voilà ce qu'ils disent. L'intelligence artificielle générale, c'est en gros, ce sont des systèmes qui possèdent un degré raisonnable de compréhension d'eux-mêmes, de contrôle de soi autonome et qui ont la possibilité de résoudre une grande variété de problèmes complexes dans une grande variété de contextes et d'apprendre à résoudre des problèmes nouveaux qui n'étaient pas programmés à adresser, anglicisme qui est passé en français, au moment de leur création. Donc ça, c'est 2007 et à l'époque, ils étaient
considérés, comme j'ai dit, comme un peu des excentriques et pas pris très au sérieux. Alors aujourd'hui, au contraire, il y a tout un bazar de définitions et de critères. Et là, je vous ai projeté l'entête d'un article qui vient de paraître, qui n'est d'ailleurs pas publié, qui est encore de la littérature grise, signé par à peu près la moitié du panthéon des sciences cognitives, de l'intelligence artificielle, et qui se sont donné un mal de chien, manifestement, s'ils sont mis à je ne sais pas combien pour essayer de définir l'intelligence générale artificielle, c'est que ça ne doit pas être simple. Et ce n'est pas simple pour une raison assez simple, c'est que pour définir l'intelligence artificielle générale, ou générale artificielle plutôt, il faudrait pouvoir définir l'intelligence. Et je ne suis pas absolument sûr que ce soit possible, en tout cas avec brutalité. En tout cas, je dirais, pour simplifier, qu'il y a en gros deux familles de conceptions qui peuvent a priori être assez proches, mais qui sont en fait distinctes. Je dirais que l'intelligence générale artificielle, au premier sens, désigne un des systèmes qui exhibe une intelligence semblable, voire identique à l'intelligence humaine, qui mime les capacités cognitives du cerveau humain, qui en a les principales caractéristiques et qui l'égale dans tous les domaines d'activité intellectuelle. Et c'est donc une IGA qui est human-like, comme l'humain. IG2, c'est plutôt une intelligence qui est capable de comprendre, apprendre, exécuter tous les processus cognitifs dont l'humain est capable. Donc ça, c'est plutôt une question de niveau de performance. On ne dit pas que ça doit ressembler à ou faire comme, on dit que ça doit avoir les mêmes performances. Et il y a une nuance que j'introduis et qui va vous paraître complètement chinoise, mais j'espère que d'ici la fin de l'exposé, vous verrez pourquoi j'introduis ici une nuance. La même chose avec, au lieu de processus cognitifs, simplement tâches. Tâches, bon, pour le dire rapidement, c'est quelque chose qui a un début, a une fin, qui a une fonction claire. Ce n'est pas simplement un processus. Il y a toutes sortes de processus cognitifs qui nous traversent à tout moment. Et donc, il s'agit de se limiter aux tâches. Et la raison pour laquelle on est passé certains sont passés à cette version faible de IGA2 est précisément les difficultés que je vais essayer d'exposer dans la suite de cet exposé. Alors, voici la thèse que je vais essayer de réfuter ou de combattre ou de mettre en doute. Et cette thèse est la suivante: l'intelligence artificielle tend vers l'intelligence générale artificielle, avec une version, disons, faible, qui est simplement de dire que la distance est en train de se réduire et elle tend vers zéro, et puis une version forte qui est que, bon, voilà, elle va l'atteindre une bonne fois. À un moment, on va avoir une IGA, et puis, comme vous savez, peut-être même une super-intelligence, et alors là, ça craint. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on sonde les professionnels, ils souscrivent en très grande majorité à cette thèse. Et ceci de manière assez constante depuis une dizaine d'années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de ces 10 ans, on leur a demandé aussi dans combien de temps, 10 ans, 20 ans, un demi-siècle, etc. Et ce seuil temporel de la réussite a été abaissé régulièrement. Donc maintenant, on se dispute pour savoir si c'est dans 3 ans, 5 ans ou 10 ans. Les gens ne parlent pas d'un siècle ou d'un demi-siècle. Alors, quelle est l'IA qui donne à penser que cette IGA va être atteinte à plus ou moins long terme? C'est essentiellement l'IA générative. En d'autres termes, c'est ChatGPT qui a donné assez clairement un élan nouveau à cette idée que l'intelligence générale artificielle était à notre portée. C'est une expérience largement partagée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste d'IA pour se dire, oh là là, dès qu'on a un peu utilisé ChatGPT, Claude, Mistral, et, le chat et autres Perplexity, il faut le faire une soirée. Si vous êtes encore un peu sceptique,
Si vous ne voyez pas comment on peut se dire que l'intelligence générale artificielle va peut-être advenir bientôt, je vous conseille de passer 1 ou 2 soirées sérieusement à discuter avec un de ces logiciels. Je vous promets que vous en sortirez avec des idées moins arrêtées, en quelque sorte, sur la question. Alors, il y a justement un de ces jeunes Français doués qui est parti à Silicon Valley pour faire une magnifique carrière, qui s'appelle Sébastien Boubek, et qui a co-signé, premier signataire, un article qui a fait pas mal de bruit à l'époque, où il parle d'étincelles d'intelligence artificielle générale, premières expériences avec GPT-4, c'est donc en mars 2023. Et je dirais que l'IA non générative, qu'il s'agisse de gens qui la commandent, qui la regardent, ou qui la fabriquent, ou qui la développent, en fait, la question de l'IGA ne les préoccupe pas vraiment. Donc la question est vraiment une question qui est posée par et pour et à propos de l'intelligence artificielle générative. Alors, j'ai annoncé que j'allais essayer de mettre cette thèse en cause. Et mon titre, le titre de cet exposé, présentait une alternative, soit un mirage, soit non pas un faux raccord, mais une illusion de continuité. Et je vais présenter chacune de ces stratégies, mais mon accent va être non pas sur la première stratégie qui est de loin la plus commune, qui est développée de différentes façons par différents auteurs, plus ou moins animés d'une hostilité ou pas vis-à-vis de l'IA. Mais je vais surtout insister sur la deuxième, qui, elle, est plus, disons, moins fréquente, même si on en trouve des traces, en fait, quand on regarde de près un peu partout. Mais c'est surtout sur la deuxième stratégie que je vais insister. Donc je présente la première rapidement, et donc sommairement, dans l'idée de garder du temps et un minimum d'argumentation pour la deuxième stratégie. Alors, le mirage. Alors d'abord, pourquoi j'appelle ça un mirage ? Le mirage consiste à penser que l'IA progresse vers l'intelligence artificielle générale, mais contrairement à ce qu'espèrent beaucoup de gens, elle ne s'en rapproche pas indéfiniment. De la même manière que dans un désert, vous pouvez imaginer qu'une oasis est à portée en quelque sorte, vous y serez le soir même, et en fait elle est à des journées et des journées, et vous n'allez pas l'atteindre, vous allez mourir de soif avant. Elle restera toujours donc, selon cette stratégie, à laquelle, si vous voulez, j'adhère, mais sur laquelle je vais encore une fois pas tellement insister, eh bien l'intelligence artificielle restera toujours à une certaine distance. Alors comme on est dos à dos avec le lycée Louis-le-Grand, où on s'amuse beaucoup à étudier des séries convergentes, je me suis dit que j'allais donner cet exemple pour contraster. Vous prenez donc une suite, la suite des inverses des carrés, et elle croît strictement, et elle se rapproche indéfiniment de pi2 sur 6. Et là, évidemment, ce n'est pas un mirage. Elle s'en approche indéfiniment, c'est-à-dire quelle que soit la distance que vous acceptez entre la somme de la série et sa limite, vous allez pouvoir réduire, vous allez pouvoir avoir un terme de la série qui va être à moins de cette distance. Mais vous prenez exactement le même exemple et vous prenez maintenant la barre non pas à 1,645 environ, c'est pi2 sur 6, mais à 2, eh ben non, la distance va rester à tout jamais, quel que soit le rang du terme que vous considérez, supérieur à, en gros, 0,3. Donc c'est ça l'idée. Alors, quels sont les arguments ? Donc je vais quand même les mentionner rapidement, les énumérer. Donc, je dirais qu'il y a une première série d'arguments qui portent sur les performances de l'IA aujourd'hui, que les systèmes existants, les fameux LLM, ont actuellement des défauts. Alors, ils sont largement discutés, largement très connus, je ne vais rien vous apprendre en fait. D'abord, il y a des échecs sur des tâches extraordinairement simples. Alors, il y a des répertoires entiers sur Internet qui vous donneront des exemples de ces échecs qui affectent non seulement les tout premiers modèles qui étaient effectivement, disons pas très finaux, mais même les modèles les plus avancés. Vous avez des erreurs étranges qui manifestent une sorte de manque flagrant d'intelligence au sens courant.
Vous avez par exemple ces logiciels évoqués hier par Timothy Goer qui sont capables de résoudre des problèmes extraordinairement difficiles, mais qui sont aussi capables de faire des erreurs grossières. J'ai encore gardé des amis dans le milieu mathématique et ils m'en envoient de temps en temps des erreurs vraiment mathématiques massives. Absence de ce qu'on appelle le sens commun, parmi ces erreurs très étonnantes de la part de systèmes qui sont censés être intelligents et même très intelligents, c'est très étonnant de les voir commettre des erreurs de sens commun. Le problème de sens commun a été identifié comme tel dès le début de l'histoire de l'intelligence artificielle et selon les meilleurs auteurs, il n'a jamais été vraiment résolu. François Chollet, un autre brillant Français qui fait carrière aux États-Unis, a beaucoup insisté dans ses commentaires, qui sont parmi les plus incisifs, à mon sens, sur l'intelligence artificielle, a insisté sur le fait que ces modèles sont bons pour traiter des cas qui sont, disons, dans la moyenne, à l'intérieur d'un domaine défini par des exemples de la base d'apprentissage, mais que quand il s'agit de traiter des exemples qui en sont loin, ils ont beaucoup de mal à extrapoler. Et puis, il y a les fameuses, le plus célèbre défaut de tous, ce sont ces hallucinations qui, qui vont amener, comme vous le savez, un système d'intelligence artificielle, un LLM, à attribuer à un auteur prestigieux un livre qu'il n'a jamais écrit, en précisant le titre, l'éditeur, les traductions étrangères, etc., etc., alors que ce livre n'a jamais existé. Bon, les hallucinations sont nombreuses. Il y a toujours l'idée des fabricants et des ingénieurs qui travaillent évidemment sur ces questions-là, que peu à peu, la proportion d'hallucinations va se réduire, que d'ailleurs les êtres humains aussi ont des hallucinations. Je suis de ceux qui pensent que les hallucinations sont en quelque sorte intrinsèques. Ce ne sont pas des bugs, mais des features, comme on dit en anglais. Ce sont en quelque sorte fatalement ce qui va arriver. Et d'ailleurs, un titre récent, bon, c'était le New York Times, donc c'est quand même pas une revue savante, qui disait, curieusement, alors que les performances des derniers systèmes sont de plus en plus éblouissantes, bluffantes, comme on dit, et pourtant la proportion des hallucinations a plutôt tendance à augmenter. Je pense que tant qu'on n'aura pas pleinement compris ce qui fait marcher les modèles de langage massifs quand ils marchent, eh bien on n'arrivera pas non plus à éliminer les hallucinations. Et c'est quand même frappant, personne ne l'a dit jusqu'à présent, mais il est reconnu par les meilleurs commentateurs, les meilleurs spécialistes que il n'existe pas à ce jour une explication satisfaisante des raisons pour lesquelles les modèles massifs de langage fonctionnent, c'est-à-dire donnent cette image, cet effet extraordinaire d'intelligence, de pertinence, d'engagement dans la situation de dialogue et ainsi de suite. Donc tant qu'on n'aura pas compris, on aura du mal, je pense, à éliminer les hallucinations. Alors, donc, si vous voulez, cette opacité, qui n'est pas simplement l'opacité que quand vous demandez à un LLM ou à un logiciel d'IA prédictive de vous donner une réponse, vous ne savez pas exactement sur la base de quoi il vous a donné cette réponse, c'est pas ça, c'est bien pire, c'est que vous ne comprenez pas le principe général. Donc il y a là une ressource intellectuelle, en quelque sorte, qui manque. Et donc, de manière générale, la deuxième série d'arguments repose sur l'idée qu'il manque des ressources. Il manque des ressources. Il y a des lacunes conceptuelles dans les modèles existants. Donc déjà, il y a toute une série d'arguments de type suivant. L'intelligence humaine mobilise des capacités qui font défaut aux modèles de langage, une mémoire persistante, des convictions durables. Ils n'ont aucune conviction durable. La capacité à explorer les possibilités sur des modèles du monde, le contact avec le monde physique, c'est quelque chose dont Stéphane Malat a parlé, dont Yann Lequin parle également, et Yann Lequin prêche aussi pour une sorte de rapprochement, de nouveau rapprochement avec les sciences cognitives qui permettrait de donner des idées sur la
l'architecture générale. Donc Yann Lequin développe depuis plusieurs années des modèles qui sont vraiment des modèles qui me rappellent, moi, vieux de la vieille, des travaux très intéressants sur l'architecture générale du modèle du cerveau humain, ou plutôt de la cognition humaine. Et au fond, il y a une espèce de retour aux origines. En tout cas, voilà, il manquerait, selon ces auteurs, ces bons auteurs, des ressources essentielles. Il y a aussi, si vous avez peut-être entendu parler de la croisade de Gary Marcus, qui devient une superstar de la critique de l'IA, selon lequel, tant qu'on n'aura pas récupéré les ressources symboliques de la première phase qui était en œuvre dans la première phase des sciences cognitives, de l'intelligence artificielle dite précisément symbolique, eh bien, qu'on ne pourra pas donc mener explicitement des raisonnements formels, eh bien, on n'y arrivera pas. Il y a la fameuse loi d'échelle, c'est-à-dire l'idée que plus la base d'apprentissage est nombreuse, plus les performances vont être bonnes. Ça a semblé être le cas. Il est question que désormais cette loi atteigne un plateau. De toute façon, c'était une constatation empirique, ce n'était pas véritablement une loi. Enfin, tant qu'on n'a pas expliqué, on ne peut pas dire que c'est une loi. Et puis, il y a quand même un peu partout, chez toutes sortes de commentateurs, quel que soit leur point de vue, l'idée que si vous voulez vraiment franchir cette distance, les 0,3 dont je parlais à propos de mon exemple de série, eh bien, il vous faut une idée nouvelle. Et ça, c'est... Beaucoup de gens le disent, et hier d'ailleurs Timothy Glover a dit ça à propos des mathématiques. Il a dit il nous faut une idée nouvelle pour qu'on arrive vraiment à une IA qui va avoir une idée mathématique véritablement nouvelle. Donc ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. C'est simplement pour dire, je ne présente pas de blanche, pour dire c'est pas moi qui invente ça, c'est un argument qu'on trouve chez de nombreux commentateurs fort bien informés. Alors, voici tout ce que je voulais dire sur la première stratégie de réfutation, de mise en doute de la thèse T. Et maintenant, j'en viens à ma deuxième stratégie, celle que je veux défendre dans ce qui me reste de temps aujourd'hui. Donc, c'est la deuxième stratégie. Alors, d'abord, une illusion de continuité, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, comme moi, par exemple, c'est à ça. C'est à ça que je pensais quand j'ai écrit Faux raccord. C'est ce que le cinéma vous offre tout le temps. Voici cette jeune femme qui se dirige vers une porte, et l'image suivante, elle ouvre la porte de l'autre côté. Évidemment, il n'y a pas de continuité. Pour ceux qui en douteraient, regardez par exemple qu'est-ce que verrait la jeune femme. Comment verrait-elle la lampe? Regardez la lampe, mais il y a 10 façons de voir que clairement, ça ne peut pas être dans la continuité, c'est une autre caméra. Donc voilà, ça, cette illustration a été fournie par Perplexity. Je lui ai demandé qui est cette jeune femme, il a dit non, c'est moi qui l'ai inventée. Donc l'idée, c'est que contrairement à la stratégie Mirage, qui consiste à reconnaître que les systèmes actuels se dirigent vers, mais ne vont pas l'atteindre. Dans mon cas, je dis que la distance ne se réduit pas. L'intelligence artificielle n'est pas en train d'aller vers l'intelligence humaine. Donc, de même que l'actrice ou la jeune femme a beau s'approcher de la porte, elle ne parviendra jamais à l'ouvrir de l'autre côté. De même, l'IA a beau progresser, elle ne s'approchera jamais de l'intelligence humaine parce qu'elle se déplace sur un autre plan. Alors, cette stratégie de réfutation de T est beaucoup plus radicale et je m'attends à une vigoureuse réaction de l'auditoire pendant la période des questions. Elle est plus radicale et elle est donc plus risquée, donc peut-être un tout petit peu plus intéressante pour ce matin. Alors, évidemment, on va se poser la question que tout le monde se pose, mais qu'est donc l'intelligence humaine ? Alors d'abord, j'ai réfléchi un peu à cette question et j'ai commencé par constater qu'en réalité, cette question a longtemps cessé de se poser. Alors vous me direz, après tout ce qu'on a entendu hier, de quoi je parle ? Je parle des milieux, disons, restreints, qui sont pour moi, disons, les sciences cognitives et l'intelligence artificielle contemporaine. Dans ces milieux-là, on ne s'est pas posé la question de ce qu'est l'intelligence humaine. Peut-être tard le soir, mais en gros, ça n'entre pas dans la discussion explicite. Et alors pourquoi ? Alors je pense que c'est que pendant longtemps, on n'a pas pensé qu'un homologue scientifique de cette notion courante était possible. Donc c'est une notion courante qui a beaucoup d'usages, une grande utilité, nous l'utilisons tout le temps,
mais c'est comme beaucoup d'autres notions de sens commun, on a du mal ou on ne trouve pas un concept qui est scientifiquement utile, fécond, qui puisse en être l'homologue, sans prétendre épuiser tous les usages multiples de l'intelligence dans le sens commun et dans les interactions humaines. On peut quand même espérer avoir une espèce de noyau dur qui va nous servir sur le plan scientifique et technologique. Et je crois que pendant longtemps, on a considéré que la notion était trop floue, elusive, on dit en anglais très souvent, insaisissable, fuyante, multiple. Donc il y a comme ça des concepts de grande utilité dans la vie commune, dans la vie quotidienne, et qui n'ont pas d'homologue, en quelque sorte, dans le langage scientifique. On a pensé aussi que pour les besoins, en tout cas de l'intelligence artificielle, il suffisait d'avoir des exemples. Il n'y a pas besoin de savoir ce qu'est l'intelligence en général, de fournir une définition, si compliquée qu'elle soit, pour constater que quelqu'un qui joue bien aux échecs, ou simplement qui joue aux échecs, a une certaine forme d'intelligence. Quelqu'un qui résout un problème de mathématiques, qui soit facile ou difficile, a une certaine forme d'intelligence. Que quelqu'un qui sait organiser le ramassage des ordures optimales à Paris a une certaine forme d'intelligence. Donc voilà, on a plein d'exemples, ça nous suffit largement pour nous mettre au travail. Et puis, du côté des sciences cognitives, il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'est que le mot a été, en quelque sorte, chassé d'emblée. Je vous en donne deux témoignages rapidement. Le premier, c'est cette citation de Daniel Oscherson. Daniel Oscherson a été le directeur d'ouvrage général d'une extraordinaire traité des sciences cognitives, qui a joué beaucoup de rôles. D'ailleurs, Oscherson est venu à Paris pendant quelques années. Il a contribué notablement à organiser les sciences cognitives en France. Et voilà ce qu'il dit dans un avant-propos de l'un des volumes, que la science cognitive est l'étude de l'intelligence humaine dans toutes ses formes, de la perception et de l'action au langage et au raisonnement. Et l'exercice de l'intelligence s'appelle cognition. Voilà. Donc, la bonne cible scientifique pour les sciences cognitives, si on s'en tient à ce que vient de dire Oscherson, eh bien, ce sont les composantes, les building blocks, si vous voulez, de l'intelligence, qui est donc essentiellement l'ensemble des fonctions mentales, les processus de notre cerveau, qui est aussi notre esprit, selon deux niveau de description. Alors, c'est assez curieux parce qu'en écoutant hier ce que disait notamment Stéphanie Dupuis, j'ai été frappé par l'idée qu'il y avait Gall qui avait une vision facultaire, je ne sais pas si ça se dit, de l'intelligence comme faculté. Ce sont les différentes facultés qu'il faut regarder, en oubliant les bosses qui sont là, un détail totalement inutile. Et Flourens, qui, comme vous vous en souvenez sûrement, défend une idée unitaire. Et il dit, moi, ce que Gall nous raconte peut-être, mais moi j'ai la conviction intime, et cette conviction, vous ne la renverserez pas avec vos arguments scientifiques, j'ai la conviction intime que l'intelligence est une chose unique. Mais au fond, cette philosophie ou ce cadre que propose Oscherson, et qui est le cadre général pour les sciences cognitives aujourd'hui, je dirais, je pense, eh bien, unifie un peu les deux, parce qu'il y a unité, parce que la cognition ou l'intelligence, c'est l'effet émergent de tout ça, c'est l'effet émergent du fonctionnement d'un certain nombre de composantes, qui sont autre chose que des intelligences. On n'aime pas beaucoup les intelligences qui ont été popularisées par Gardner. On n'a pas besoin de parler des intelligences, mais on parle de différentes facultés. Voilà, donc quoi qu'il en soit, pour toutes ces raisons, on n'a pas beaucoup parlé d'intelligence. Et on ne trouve pas beaucoup dans les manuels de sciences cognitives, où je crois, mais je les connais moins bien, les traités d'intelligence artificielle, qui ont beaucoup varié d'ailleurs au cours du temps, de longs développements sur l'intelligence en tant que telle. Alors pourquoi est-ce qu'il a fallu finalement reposer cette question ? Je dirais d'abord parce qu'on a commencé à s'intéresser aux différences. Alors évidemment, comme Binet et autres, aux différences entre individus, mais aussi différences entre épisodes. Un même système, qu'il soit humain ou artificiel, peut de temps en temps faire preuve d'intelligence et de temps en temps faire plutôt preuve de bêtise. Et on a voulu, en quelque sorte,
commencé à thématiser cette différence entre un comportement intelligent et un comportement non intelligent, avec évidemment des gradations entre les deux. Et puis, on a tout simplement cherché à surmonter les impasses dans le débat sur l'intelligence générale artificielle et l'avenir de l'IA. Je veux dire, à force, les débats, il y a de quoi remplir la Bibliothèque nationale de France entière de discussions sur est-ce que oui, est-ce que non, pourquoi non. Et donc, on cherche un peu à s'en sortir en essayant de préciser ce qu'est justement cette intelligence artificielle. Alors, vu par la psychologie scientifique, je dirais que la psychologie scientifique, après avoir, on en a entendu parler hier dans l'exposé de Stéphanie, beaucoup travaillé au début du XXe siècle, donc une période d'éclipse que je viens de décrire rapidement, et puis un renouveau de la psychologie scientifique de l'intelligence, il y a maintenant 25-30 ans, je dirais, approximativement. Et dans cette... alors, la psychologie scientifique a produit des tas de définitions de l'intelligence. Certains se sont amusés à les compter. On en a trouvé 75, d'autres en ont trouvé 110. Mais enfin, moi, j'ai regardé ça de loin et je peux dire qu'en gros, la psychologie scientifique de l'intelligence considère que l'intelligence, c'est la capacité de résoudre des problèmes, avec toutes sortes de nuances. Il faut que ce soit relativement rapide, il faut que ce soit varié, enfin, toutes sortes de choses, mais essentiellement la capacité de résoudre des problèmes. Alors, mon argument, que j'ai juste une dizaine de minutes pour développer, donc il faut que je me presse, mon argument repose sur ce que j'estime être une ambiguïté, une ambivalence sur le sens de problème. Je distingue deux sens. Un sens courant, qui est devenu courant ces derniers temps. De mon temps, on ne disait pas, si on avait une querelle avec quelqu'un, on ne disait pas « tu as un problème avec moi ». Ça ne voulait rien dire quand j'étais gosse. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un conflit. Tu n'es pas content, il y a quelque chose que tu dois faire à mon égard ou que je dois faire à ton égard. Donc, dans ce sens très général, le problème, c'est simplement une situation de conflit devant laquelle est placé un agent, une situation qui l'appelle à l'action en sorte de faire disparaître le conflit, disparaître la tension, la démangeaison, l'ennui que l'agent a rencontré. Au sens strict, au contraire, en revenant éventuellement à l'étymologie, ce n'est pas absolument indispensable, mais pro-ballo, c'est jeter devant. Et donc, au sens propre, un problème, c'est à peu près ce qui se passe à l'école. C'est-à-dire, c'est un problème qui est jeté, qui est soumis, c'est une demande que le maître, le sachant, projette propose à l'étudiant, à l'apprenant, en lui demandant de lui ramener la solution à ce problème. Cette demande est précise, cette demande appelle une solution unique ou éventuellement une famille de solutions que l'élève ne connaît pas initialement, donc mettez à la place d'élève l'agent cognitif placé devant un problème, mais qui est objectivement déterminé et reconnaissable par lui et par tout agent compétent. Donc la somme de la série de tout à l'heure, c'est pi2 sur 6. Et voilà, une fois que vous l'avez compris, vu, que vous savez le démontrer ou pas, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et tout ça est impersonnel. Ça ne dépend pas du professeur, de l'élève, si c'est fait en Chine ou en France, si c'est fait vite ou lentement. C'est absolument objectif et indépendant du contexte. Parfois, il faut ajouter un certain nombre de précisions. Bon, il y a un petit aller-retour, mais fondamentalement, une fois que toutes les données sont là, il n'y a plus de contexte. C'est contexte-free. Alors, il y a une distinction cruciale qui explique qu'il y a ici un dérapage possible. Je dirais que si tout problème peut poser un problème, si je dois, je ne sais pas moi, trouver la meilleure manière pour arriver à Roissy en temps utile, donc ça c'est un problème général dans lequel je suis, je ne veux pas rater l'avion, et puis je pose le problème, je calcule, je dis voilà, le prochain RER est à telle heure, etc. etc. L'inverse n'est pas vrai. Tout ce qui appelle à agir n'est pas ipso facto un problème au sens strict. Et toute mon argumentation, je dévoile mes armes, toute mon argumentation repose là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des situations
de problèmes au sens large qui ne sont pas des situations de problèmes au sens étroit. Alors c'est important pour la tester, et là je lis mon transparent parce que je suis en manque de temps, si l'intelligence humaine consiste à résoudre des problèmes au sens plus ou moins strict, alors j'ai dit strict mais il y aurait des nuances, ou je considère que c'est équivalent accomplir des tâches. Résoudre un problème, accomplir des tâches, pour moi, dans ce contexte-ci, c'est synonyme. Et si l'intelligence artificielle consiste également à résoudre des problèmes ou à accomplir des tâches, alors l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle sont sur le même plan, elles sont dans le même business, dans le même métier, si vous voulez, et il fait sens de les comparer. Et tandis que l'intelligence humaine reste relativement constante dans le temps, comme l'IA progresse, nous pouvons imaginer qu'elle rattrape et finisse par dépasser l'intelligence humaine. Et il faut bien reconnaître qu'il existe toute une industrie gagée sur des centaines de milliards de dollars qui repose sur cette idée. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a des centaines de milliards derrière qu'elle est fausse, peut-être c'est le contraire, mais en tout cas, il ne faut pas oublier cette dimension sociopolitique de la chose. Alors, le métier de l'IA est la résolution de problèmes au sens strict. Et moi, je dis, et d'autant que j'ai plus beaucoup de temps pour défendre cette idée, je dirais simplement regardez les systèmes d'IA que vous connaissez et montrez-moi un qui ne résout pas des problèmes. Alors, il y a une objection, elle est de taille, c'est les LLM. Les LLM ont l'air de ne pas satisfaire cette condition de unicité de la solution, ils inventent des trucs, etc. C'est tout à fait vrai, et c'est ce qui motive, en quelque sorte, le soupçon formulé par Bubeck dans cet article qu'il y a dans les LLM des étincelles, comme il les appelle, sparks, des étincelles d'IGA. Alors je vais laisser, faute de temps, ma réponse. Je pense qu'on peut déjà dire dans un premier temps que si un LLM résout un problème, il fournit une extension, une prolongation qui est la plus plausible en probabilité du segment initial qui sont les prompts, les informations dont il dispose. Alors, ça se discute et je n'ai pas le temps de le discuter. Je pense qu'il y a là un détail dans l'argumentation à donner, mais je pense que même si je n'arrivais pas à vous persuader que les LLM, au fond, résolvent des problèmes, il y a d'autres arguments qui vont venir dans les slides suivantes qui vont, j'espère, régler la question. Alors, je dis que la mission de l'intelligence humaine est tout autre. Et alors, je me repose sur j'invoque rapidement cette remarque de Robert Sternberg. Alors, Robert Sternberg, c'est le pape de la psychologie scientifique de l'intelligence. C'est vraiment le grand monsieur qui a produit lui-même des modèles au cours de 50 années de sa carrière, qui a produit des modèles tous plus sophistiqués les uns que les autres de ce qu'est l'intelligence, et puis qui finit en quelque sorte un peu en fin de parcours à dire mais au fond tout ça, ça ne tient pas vraiment la route, et en réalité on a perdu, la profession de la psychologie scientifique a perdu le sens de ce qu'est l'intelligence. Alors moi je dis, et ça c'est très téméraire de ma part, je dis que l'intelligence humaine c'est la capacité de faire face de manière appropriée à la situation dans laquelle est mis un agent. Do the right thing en anglais. Alors hier Stéphanie nous a dit très rapidement vers la fin que c'est justement apparemment l'idée à laquelle Binet était arrivé. Mais lui, il pensait à la vie courante. L'intelligence, c'est pour la vie courante. Moi, je généralise. Je dis que c'est le cas en général. Et pour moi, une situation, là aussi c'est un terme courant que je ne peux pas m'approprier, il y a 1000 façons de parler de situation. Néanmoins, pour moi, ici, des buts théoriques, si vous voulez, c'est un état de fait singulier, situé dans l'espace et le temps, qui est centré sur une personne qui en fait partie, l'agent qui est concerné par cette situation, il a un enjeu, un stake en anglais, et qui a sur elle une perspective personnelle. Alors, c'est très facile, vous allez instantanément comprendre ce qu'est une situation, c'est ce que vous connaissez du matin au soir. Ce n'est pas compliqué.
sans nuance, clause bizarroïde, philosophe fatigué. Non, non, c'est exactement la situation dans laquelle, par exemple, je suis en ce moment dans une situation, j'ai plus que quelques minutes pour conclure, ce qui m'ennuie un peu, j'essaie de faire au mieux, j'ai un enjeu, je cherche à faire au mieux, et c'est une situation qui est unique. Bien sûr, dans d'autres moments, j'ai été aussi en perte dans Zeitnot, dans un exposé, mais c'était une autre situation dans laquelle dont les paramètres essentiels étaient forcément légèrement différents. Alors, les arguments, je dirais, pourquoi est-ce que je me permets cette hypothèse que l'intelligence, c'est la capacité de faire face de manière appropriée à une situation? Je dirais d'abord, il y a un argument évolutionnaire. Après tout, l'intelligence, c'est ce qui nous permet, à nous et aux animaux, d'ailleurs, dans mon livre, je parle aussi des animaux, qui eux aussi, à leur façon, connaissent les situations, de naviguer dans notre environnement en évitant les dangers, en saisissant les occasions de prospérer. Observez-vous du matin au soir, vous verrez que vous passez d'une situation à l'autre en essayant de vous en tirer le moins mal possible ou le mieux possible. Alors, bien entendu, à certains moments, la manière qui semble à l'agent la plus appropriée de faire face à une situation, c'est de poser un problème. C'est la chose rationnelle à faire. Je ne sais pas, il y a des tensions dans l'équipe de travail, il y a un problème au sens large de la chose, et vous, en tant que chef d'équipe, vous réunissez votre équipe, vous les asseyez, vous dites, où est le problème? Essayez de définir le problème et ensuite de lui trouver une solution. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles il n'y a pas de problème, ou bien on ne le voit pas comment poser le problème, ou bien il y en a plusieurs, ou bien même la notion de problème ne fait guère de sens. Alors, il y a beaucoup d'exemples, mais les exemples qui vous persuaderont le mieux, ce n'est pas tellement ceux que je peux donner, j'ai plus le temps de donner, c'est ceux que vous pouvez tirer de la simple observation de votre vie quotidienne. Vous verrez qu'il y a beaucoup de moments où vous avez la situation bloque d'une certaine façon et pourtant il n'y a pas de problème que vous puissiez poser. Alors, la partie la plus substantielle de mon exposé, je me suis trompé, je n'ai pas réussi à ménager le temps, je vais donc m'arrêter très, très bientôt. Donc, je dirais, j'essaye d'expliciter, de détailler, donner des arguments plus spécifiques sur mon idée, qui encore une fois n'est pas très courante, selon laquelle faire face à une situation ne consiste pas à résoudre un problème. Et donc je parle d'un double blocage, en gros, une question que les philosophes appellent le holisme, c'est-à-dire le fait que pour appréhender une situation, il y a d'innombrables paramètres. Il y a la couleur des murs, il y a le fait qu'aujourd'hui c'est votre 53e anniversaire, il y a le fait que vous avez eu un clash avec votre fournisseur le matin. Tout ça fait partie de la situation. Mais évidemment, il n'y a que, dans ces innombrables infinités potentielles de détails, il n'y en a que quelques-uns qui sont pertinents. Cette notion de pertinence est très claire et très, très saillante. Le problème du holisme, c'est que la pertinence d'un trait dépend de la pertinence des autres traits. Si la couleur des murs importe, ça n'est pas simplement parce qu'elle est intrinsèquement importante, c'est que, mise à côté d'autres traits de la situation, elle forme une gestalt, un tout, qui, lui, a une signification et sur laquelle vous allez régler, en quelque sorte, essayer de régler la situation. Alors, j'ai mis la vieille dame et la jeune femme, que vous connaissez, cette figure que vous connaissez bien, qui illustre simplement cette idée que ce qui compte comme détail pour détecter la vieille femme n'est pas du tout ce qui compte comme détail pour détecter la jeune femme. Il y a aussi un deuxième bouclage, dont je n'ai pas le temps de parler, malheureusement, qui est sur les préférences. La normativité est très importante. Approprié, j'ai dit approprié, et ma thèse est que approprié n'a pas nécessairement de corrélat objectif. Ce n'est pas approprié au sens objectif, où un thermostat est objectivement juste ou faux s'il reflète la température objective qui existe.
l'objectivité, la normativité qui s'applique aux situations, la meilleure manière pour un agent de gérer une situation, est quelque chose qui fait débat. Donc c'est une norme forte comme est la norme éthique ou la norme esthétique. Je dirais que c'est vraiment l'intelligence, c'est une norme d'un genre particulier, d'un genre non réductible, ni à l'objectivité, ni à d'autres normativités. Alors que faut-il pour être ou pour vivre une situation? Il faut faire partie du monde, de manière à être accessible et sensible et vulnérable à la contingence, aux forces extérieures. Il faut être capable d'explorer et d'interagir avec des entités réelles plutôt qu'avec des représentations, ce qui nécessite un corps qui est aussi le vecteur de votre personne, de votre moi, de votre intérêt personnel, de votre mémoire durable, etc. Donc, conclusion, pas de corps, pas de moi, pas de situation. Un système artificiel intelligent est aveugle aux situations. La thèse T donc repose sur une illusion de continuité. Ce n'est pas en résolvant de plus en plus de problèmes que les systèmes artificiels intelligents s'approcheront de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine et l'IA ne se rencontrent pas même dans la résolution de problèmes. Mais je n'ai pas le temps de défendre cette thèse. Voici une illustration, c'est une course de lévriers. Et moi, je dis que l'intelligence artificielle, en l'occurrence, ce sont les lévriers, et que l'intelligence humaine, c'est le lapin blanc, qui, lui, court devant les lévriers, mais les lévriers, ça les motive, parce qu'ils veulent jouer aux échecs, ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela, ce que fait le lapin blanc, mais ils ne l'atteindront jamais. Et je termine sur cette figure-là du chien, qui est l'intelligence artificielle, qui court dans la direction de la Lune, mais qui ne la rattrapera jamais. Merci.